Belma, je te passe la parole. Merci beaucoup, Anne. Bonjour tout le monde. Donc, ma vidéo vient juste de passer, donc je vais pas me représenter. On n'entendait pas très bien, donc juste rapidement, Belma Yepka. Je suis tête de liste Ensemble à Singapour, soutenue par En Marche pour les prochaines élections. Alors, avec Claire Genta, notre référente En Marche à Benelux, nous sommes très heureuses d'avoir avec nous aujourd'hui le député européen Bernard Guetta. Alors, qui ne connaît pas Monsieur Guetta on le connaît surtout pour sa chronique géopolitique qu'il a tenue sur France Info pendant 27 ans. Bernard est tout d'abord journaliste et spécialiste en politique internationale. Il a couvert le monde. Il a aussi dirigé la rédaction de l'extension du Nouvel Obs, Grand Prix de la presse internationale en 2011, et il est surtout le lauréat du fameux prix Albert Londres dans les années 80, je ne vais pas vous vieillir. Élu député européen en 2019 sur la liste La République en marche, Modem Agir, plus connu comme la Renaissance. Et donc aujourd'hui, avec Bernard, nous allons parler sur les changements politiques post-Covid. Donc Bernard, quel rôle pour l'Europe et pour la France dans ce nouveau monde? C'est à vous. Très bien. Merci, bonjour à tout le monde et plein succès pour cette journée qui va être importante, non seulement pour nos candidats, mais pour tous nos concitoyens à l'étranger, pour les équilibres politiques en France aussi, et donc en Europe. Donc, c'est une journée importante. Alors, post-Covid, mais pas seulement post-Covid, parce que dans les mois qui viennent de s'écouler, dans les 2 ou 3 années qui viennent de s'écouler, énormément de changements se sont faits sur la scène internationale. Alors, je vous propose de prendre… D'abord, je vais vous demander, vous me donnez combien? 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes pour le topo introductif, que je sache et que je ne vous embarque pas sur une fausse route? 15 minutes peut-être pour avoir un peu de temps pour les questions-réponses. D'accord. Et on aura 1 heure en tout, c'est ça? Ou 50 minutes? Très bien. Donc, j'ai choisi un peu arbitrairement l'année 2020, d'une part parce que 2020, c'est un chiffre plus rond que 2019 ou 2021, et d'autre part parce qu'en 2020 convergent, mais vraiment convergent, tous les facteurs de changement qui vont véritablement ouvrir un nouveau siècle, qui ne s'est pas ouvert en 2000, qui ne s'est pas ouvert même en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, qui s'est véritablement ouvert là, maintenant, sous nos yeux, en 2020. Et pourquoi est-ce que je parle d'un changement de siècle? Eh bien, pour 5 raisons différentes. La première est que l'Union européenne vient d'entrer depuis 2-3 ans, mais en vérité, c'est aussi le résultat de glissements progressifs, comme toujours dans l'histoire, mais vient d'entrer dans une phase nouvelle. La 3e phase, je crois, de la construction de son unité. Il y a eu d'abord le marché commun avec le traité de Rome, il y a eu ensuite la monnaie unique avec le traité de Maastricht, 2 des grandes étapes, évidemment, fondamentales de l'unité européenne. Et nous entrons maintenant dans une phase qui va être longue, difficile, incertaine. J'insiste là-dessus, incertaine. Je ne crois pas à l'effondrement, je ne crois pas au délitement, mais ils sont possibles, en tout cas, ils ne sont pas impossibles. Et cette phase, c'est celle, encore une fois, de la construction de l'unité politique. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé d'abord M. Trump. M. Trump, durant sa première campagne électorale, a dit 2 choses fondamentales qui ont totalement modifié l'état d'esprit de tous les Européens. Il a dit premièrement que si l'un des pays baltes était menacé d'une agression extérieure, on se demandait bien de qui, certainement pas des Martiens, évidemment des Russes, eh bien, avant de voler à son secours, les États-Unis vérifieraient que ce pays était bien à jour de ses cotisations à l'Alliance Atlantique. Bien, je peux vous dire que cette déclaration, dans les 3 pays baltes, en Pologne, dans toute l'Europe centrale, a véritablement touché les gens, classe politique, opinion publique, journalistes et tout ce que vous voulez, qui se sont soudain rendus compte de ce que la France disait depuis le général de Gaulle,
à savoir que le soutien des États-Unis n'était pas acquis ad vitam aeternam, qu'il était précieux, indispensable, mais pas acquis ad vitam aeternam. Deuxième chose, M. Trump, toujours lui, nous dit que dans sa grande intelligence, c'est lui qui le dit, hein, c'est les mots qu'il emploie, lui, il a compris que l'objectif de l'Union européenne et même des communautés avant, du marché commun au départ, était de concurrencer les États-Unis et leur économie et leurs exportations. Et donc, il nous dit très clairement que nous sommes un adversaire économique, un rival, un concurrent, au même titre que la Chine. Alors, si le parapluie se referme et que nous sommes un concurrent au même titre que la Chine, eh bien, ça amène très rapidement à faire tomber un tabou qui est tombé, celui de la défense commune européenne, c'est-à-dire d'un pilier européen de défense au sein de l'Alliance atlantique. Deuxième évolution dans ces années-là, en parallèle, on découvre que la Chine, dont on avait présenté comme l'usine du monde, un pays qui allait forcément ou très probablement, quasi certainement, évoluer vers la démocratie au fur et à mesure de la progression de son niveau de vie, ben on s'aperçoit que son niveau de vie progresse, c'est incontestable, pas pour tout le monde, mais vraiment pour beaucoup de gens, mais qu'elle ne progresse pas du tout vers la démocratie et qu'au contraire, la dictature du Parti communiste chinois non seulement se renforce, mais que la dictature d'un homme, le président Xi, sur ce même parti, se renforce encore plus et que la Chine évolue vers un régime de plus en plus brutal, de plus en plus terrifiant, vers un régime de terreur qui se manifeste évidemment à Hong Kong et qui se manifeste évidemment à l'encontre des Ouïghours, comme il se manifestait depuis très longtemps, hélas, à l'encontre des Tibétains. Deuxième changement. Troisième changement, on s'aperçoit que finalement, ce monsieur Poutine, qui inquiète à juste titre tellement de gens et surtout tellement de pays limitrophes, il est très, très agressif, peut-être pour la bonne raison qu'il est en fin de règne et que les difficultés s'accumulent pour lui. Je ne vais pas développer, on pourra le faire tout à l'heure dans le jeu des questions-réponses, mais M. Poutine est d'autant plus inquiétant qu'il s'affaiblit et non pas d'autant plus inquiétant qu'il se renforcerait. Alors c'est un troisième changement pour l'Union européenne. Et puis l'Union européenne, comme tout le monde, victime de la pandémie, en quelques jours, en quelques semaines, décide de suspendre les clauses les plus connues et les plus contestées du traité de Maastricht, telles sur le plafond de l'endettement et le plafond des déficits budgétaires nationaux, et décide surtout, à l'instigation de la France, d'emprunter en commun pour investir en commun et faire face à la crise provoquée par la pandémie. Gigantesque tabou qui tombe, au moins aussi spectaculaire, aussi profond que le tabou sur la défense européenne. Et l'on sait bien qu'une fois que l'on a goûté à l'emprunt commun pour l'investissement commun, eh bien, on recommence, c'est-à-dire que la doctrine économique sur laquelle a été fondée l'Union européenne a changé du tout au tout. C'est un changement véritablement spectaculaire. Et puis, il y en a un quatrième, c'est qu'on s'aperçoit que si nous ne voulons pas, nous, les Européens, rater la révolution de l'intelligence artificielle comme nous avons raté la révolution informatique, eh bien, il faut mettre en commun nos moyens de recherche, nos moyens industriels, nos moyens financiers. Bref, il faut nous doter d'une politique industrielle. Et cette seule expression qui faisait mourir de rire, mais mourir de rire, tous nos partenaires, à nous les Français,
depuis toujours, qui nous disait, mais écoutez, chers amis, enfin tout de même, on n'est plus au temps de M. Colbert, on n'est plus au temps de Louis XIV, on n'est plus au temps de Napoléon Bonaparte, ni même de Charles de Gaulle. Réveillez-vous, essuyez vos cadrans, ceux de vos montres, hein, quand il y avait encore des montres. Essuyez vos cadrans, l'entreprise, la libre entreprise, etc., etc. Eh bien non, on passe à l'idée, je dis bien l'idée. On n'est pas encore à la réalisation. Mais l'idée, c'est déjà très, très important. L'idée de politiques industrielles communes. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'un dans l'autre, l'Union européenne est en train d'abandonner tous les dogmes de ce que l'on peut appeler le Reagano-thatchérisme, l'école de Chicago, Milton Friedman, ce qu'on avait appelé la révolution conservatrice ou la révolution libérale, ou plus précisément d'ailleurs, parce que libéral c'est très très inexact, la révolution néolibérale, du nouveau libéralisme, celui de Madame Thatcher. Eh bien, l'Union européenne commence à tourner le dos à cela. Et que se passe-t-il un an après? M. Biden est élu et les États-Unis tournent le dos à ce même Reagano-thatchérisme, ce qui fait que nous avons une Europe qui s'affirme, ou désire le faire en tout cas, et c'est tout à fait nouveau, qui s'affirme comme une puissance politique sur la scène internationale, et nous avons un recul parallèle des dogmes économiques qui gouvernaient le monde depuis 40 ans. Nous avons une affirmation militaire et politique de la Chine qui inquiète absolument tout le monde. Les États-Unis, l'Union européenne et naturellement tous les voisins asiatiques de la Chine, sans aucune exception, ou presque. Nous avons une fin de règne à Moscou, on y reviendra. Et puis, cinquième évolution, qui n'est pas la moindre, le constat de la réalité du réchauffement climatique et de ses dangers est maintenant l'objet d'un consensus à peu près total. Alors, ça ne signifie pas, évidemment, on le sait bien, de même que pour la politique industrielle européenne, de même que pour le pilier européen de défense, etc., etc., ça ne signifie pas qu'il y ait unanimité dans les réponses. On en est bien loin. Mais il y a une unanimité dans le constat et sur la nécessité d'agir, à tel point que, par exemple, quand les Européens de leur côté, les Américains de leur côté, ou parfois Européens et Américains ensemble, se grattent la tête et se disent, mais sur quel terrain au moins pourrions-nous faire un bout de chemin, nous rejoindre avec les Russes et les Chinois? La réponse est invariablement sur le changement climatique. Sur le changement climatique. Les Chinois sont, on l'avait vu au moment de la COP 21, très, très, très allants parce qu'ils se rendent parfaitement compte des dégâts à la fois du réchauffement et de l'industrialisation massive et sans précaution à laquelle ils ont procédé depuis 40 ans. Ils se rendent compte aussi d'une chose qui est absolument fondamentale, c'est que si une chose peut mobiliser énormément de Chinois contre les autorités politiques, c'est la question de la pollution en Chine qui, dans la population, fait l'unanimité, mais véritablement l'unanimité des paysans aux ouvriers, en passant par les nouvelles classes moyennes urbaines, nettement plus aisées financièrement et nettement plus évoluées socialement. Alors voilà, une Union européenne qui entre, et ça va tanguer, dans la troisième étape de son unité, celle de l'union politique, la fin d'un long cycle, 40 années quand même, économique, la fin du cycle Reagano-thatchérien, la montée inquiétante de la Chine sur la scène politique et militaire internationale, une fin de règne chaotique et inquiétante à Moscou, une prise de conscience générale
du réchauffement climatique. Et puis, vous connaissez cela, vous êtes des Français de l'étranger, vous vivez à l'étranger. Eh bien, finalement, qui y a-t-il aujourd'hui sur la scène internationale qui pèse, qui puisse se faire entendre? Eh bien, il y a M. Biden et il y a M. Macron. Il y a M. Biden et il y a M. Macron. Madame Merkel, qui était évidemment l'une des principales, si ce n'est la principale figure de la scène internationale depuis tant d'années, est partante, elle s'en va, on l'écoute et l'entend, on l'entend et l'écoute de moins en moins. Il reste Macron pour 1 an plus 5 ans, naturellement. Mais enfin, en tout cas, pour 1 an, et il reste M. Biden pour jusqu'à la fin de son mandat, puisqu'il n'en fera vraisemblablement pas un second. Écoutez, voilà, je ne sais pas si j'ai tenu dans les 15 minutes, si j'ai débordé, si je suis moi, mais en tout cas, j'ai terminé et je suis tout prêt à répondre avec bonheur à vos questions. Impeccable, merci beaucoup Bernard Guetta. Claire de Bruxelles. Vous avez donc évoqué certaines tensions géopolitiques qui sont dues à la montée en puissance de pôles politico-économiques très forts. On a parlé adversaires, on a parlé rivaux, on a parlé concurrents, parce qu'en fonction de la thématique sur laquelle on se place. Selon vous, comment est-ce que... Alors, l'Union européenne est en train d'acquérir, finalement, presque grâce à la Covid, à cette pandémie mondiale, à cette crise sanitaire qui nous a fait exister un peu plus, quelque part. Donc, autant essayer de voir un peu le verre à moitié plein quand on l'a un peu rempli. Mais donc, l'Union est en train d'acquérir, parce qu'elle n'a pas encore une capacité et une décision européenne incarnée, on va dire, un peu plus. D'accord ? Ce sera de longue haleine, hein, vous en conviendrez, parce qu'on est encore loin du compte. Cette Europe, et à l'intérieur de cette Europe, la France, sur quelle thématique, dans quel domaine peuvent-elles s'imposer un peu plus sur la scène internationale, selon vous ? Quelles devraient être nos priorités d'action ? Nos priorités à nous, Européens ou nous, Français ? Je n'ai pas bien compris. Les deux. Écoutez, nous, Français, nous sommes entre Français ou presque, ou entre francophiles en tout cas, donc ce que je vais dire ne relève pas d'une vanité nationale. Je crois véritablement que ça relève de la réalité, d'un constat. L'Union européenne, depuis 2 ans maintenant, ou 3 ans, parle français. Quand je dis parle français, ce n'est pas que le français ait repris l'avantage sur l'anglais. Non, encore on pourrait parler de ça. Moi qui suis un nouveau député, j'ai été surpris par beaucoup de choses sur l'importance respective de nos langues, mais je referme la parenthèse. L'Union européenne parle français parce qu'il n'y a plus de tabou sur la défense européenne, parce qu'il n'y a plus de tabou sur les politiques industrielles, parce qu'il n'y a plus de tabou sur la nécessité de l'affirmation politique de l'Union européenne sur la scène internationale, et cela a été les leitmotifs un peu désespérés. On n'a jamais lâché d'ailleurs, hein. On a bien fait de ne jamais lâcher, mais le moins qu'on puisse dire est qu'on était très solitaire. Eh bien aujourd'hui, tout le monde reprend ses idées. Alors pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure que ça va tanguer? Parce que, très bien, même les Polonais, même les Baltes sont d'accord. Il faut construire un pilier européen au sein de l'Alliance Atlantique. Et ils ont raison. Pour ma part, je les rejoins totalement. C'est évidemment au sein de l'Alliance Atlantique qu'il faut affirmer ce pilier européen de défense, mais il faut l'affirmer. Ils nous rejoignent. Nous sommes maintenant à peu près, pas à peu près, nous sommes maintenant tous d'accord, les 27. Mais qu'est-ce qu'elle doit être, cette défense européenne? Est-ce que nous devons acheter
principalement des armes aux États-Unis, ou dire aux États-Unis, écoutez, vous êtes nos alliés, très bien, nous allons dépenser plus d'argent parce qu'il le faut pour notre défense, mais comprenez que dans ces conditions, nous souhaitions dépenser cet argent en finançant l'industrie et l'emploi européen et non pas l'industrie et l'emploi américain en achetant des armes américaines. Ça va être une source de débat phénoménale. Phénoménale, et ça a déjà commencé. Les Américains font des pressions, exercent des pressions considérables sur les plus atlantistes des pays de l'Union européenne à cet égard. Et puis au-delà de cela, le grand débat qui va s'ouvrir va être, et alors quoi? Est-ce qu'il s'agit de créer une armée européenne en fondant dans les mêmes casernes, sous les mêmes uniformes, 27 armées différentes? Enfin, alors je vous donne mon opinion parce que c'est un débat qui ne fait que s'ouvrir. Si on essaye ça, c'est la recette de l'échec. Premier point. Deuxièmement, ce n'est pas la nécessité. En revanche, la recette du succès, c'est de regarder quelles seront les guerres de demain, les types de guerres, les types d'armes dont nous aurons besoin, et donc de travailler à la création des armées du futur. Or, les guerres de demain ne seront pas seulement des guerres militaires, ce seront aussi des guerres numériques, ce seront aussi des guerres de l'information, ce seront aussi des... Pardon ? Avec la question des menaces hybrides. Absolument, exactement, exactement. Et donc, de même que pour le militaire, il faudrait, à mes yeux, je ne cesse d'écrire des papiers dans ce sens et de tambouriner, etc. Mais de même qu'il faut penser l'avenir en laissant de côté le présent et l'unification, même l'harmonisation des présents sur le militaire. Je crois par exemple que dans le domaine social, il ne faut pas se dire comment est-ce qu'on va, non pas unifier, mais même harmoniser les systèmes de retraite entre les 27. Non, il faut se dire, nous avons devant nous un gigantesque problème, qui est l'apparition d'un nouveau, employons le mot, d'un nouveau prolétariat. Les gens, les auto-entrepreneurs, les gens qui travaillent par eux-mêmes et que les grandes entreprises ou moyennes entreprises d'ailleurs emploient sans qu'ils aient la moindre protection sociale. C'est-à-dire que nous sommes en train de recréer un prolétariat du 19e siècle, avant les conquêtes sociales. Avant les conquêtes sociales du mouvement ouvrier et des syndicats de toutes les couleurs politiques d'ailleurs à l'époque. Eh bien, peut-être que le grand défi pour l'Europe serait d'inventer la protection sociale de ce nouveau prolétariat. Ah, écoutez, là, on part de zéro, partout, dans tous les pays. Là, on part d'une nécessité absolue, politique, morale, économique, sociale, etc., car on ne va quand même pas créer une classe sociale sans aucune protection médicale et sans retraite, enfin du moins je l'espère. Et là, voilà, on a à inventer ensemble, et inventer ensemble, c'est toujours infiniment plus commode que d'unifier. Et puis on peut dire évidemment, et ça demande beaucoup moins de développement, ça ne demande aucun développement. La même chose sur les industries du futur, etc., etc. C'est-à-dire, inventons demain plutôt que d'harmoniser aujourd'hui. Merci beaucoup, Bernard. Je vais passer la parole à Franck Barthélemy, qui est notre référent en Inde, qui a une question très spécifique à vous poser. À toi, Franck. Oui, bonjour Bernard. Bonjour. Une question pour... Nous nous connaissons tous les deux. Bonjour. Ou je rêve. Absolument. On se connaît bien. Bon. Et donc, je suis en Inde, comme Belma vient de le dire, et dans le puzzle que vous venez de recréer des forces politiques et des forces nationales, il
il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Europe. J'entends pas parler de l'Inde, qui pourtant en ce moment fait beaucoup parler d'elle, peut-être pour de mauvaises raisons, mais qui, jusqu'il y a peu, avant que ce virus n'apparaisse, sur le terrain des grandes puissances. Et est-ce que, d'après vous, elle en fait plus partie de cette cour de récréation ou il y a encore du travail à faire? Non, non. Non seulement elle en fait toujours partie, mais elle en fait plus que jamais partie, et son rôle est évidemment absolument fondamental. J'y ai fait allusion sans la nommer, en disant tout à l'heure que M. Xi Jinping avait réussi à dresser contre lui, ou en tout cas à inquiéter non seulement l'Union européenne et les États-Unis, mais aussi tous les pays asiatiques limitrophes de la Chine ou proches de la Chine. C'est notamment le cas de l'Inde. Les relations entre ces deux géants n'ont jamais été bonnes, historiquement parlant, nous le savons. Elles le sont moins que jamais, car il y a maintenant une compétition ouverte entre ces deux pays. L'Inde ne veut évidemment pas voir se réaliser le grand rêve de la Chine, qui est de devenir maîtresse de l'Asie avant de devenir maîtresse du monde. Quand je dis maîtresse du monde, je ne veux pas dire qu'elle coloniserait les 5 continents, mais quelle serait la puissance dominante du XXIe siècle en termes économiques, politiques et militaires, naturellement. Alors ça, l'Inde n'en veut absolument pas, et c'est pour ça qu'elle s'est rapprochée derrière les États-Unis, de l'ensemble des autres grandes et moyennes puissances asiatiques dans les derniers mois. Nous assistons très clairement à une scission du continent asiatique. Alors là, je crois que tout le monde sera d'accord avec ce constat. J'ajouterais une idée plus personnelle, enfin une opinion plus personnelle. Je crois que dans l'Alliance Atlantique de demain, celle quand je dis de demain, c'est à 15 ans, 20 ans, hein, bien sûr, ce n'est pas demain dans 2 ans. Celle qui sera constituée véritablement par 2 alliés égaux, l'Union européenne et les États-Unis, il devrait y avoir une répartition des rôles. Il devrait y avoir une répartition des rôles qui est assez évidente. Au pilier européen, le souci de la Méditerranée et de l'Est de l'Union européenne, si toutefois il y a toujours un souci, ce n'est pas évident dans 20 ans, espérons qu'il n'y en ait plus. Et aux États-Unis, évidemment, le Pacifique et très évidemment la Chine. Alors, est-ce que l'Europe ne devrait pas jouer en Asie la carte de l'Inde? Moi, je le pense absolument, et depuis des années et des années. L'Inde ne sera pas forcément enthousiaste à l'idée de se ranger derrière la bannière étoilée. L'Inde a des traditions politiques, a des traditions a une civilisation, a des traditions culturelles très profondes qui dépassent le parti de l'actuel Premier ministre et le parti du Congrès. Et pourtant, Dieu sait que ces partis sont totalement opposés, radicalement, très profondément opposés. Mais ils se rejoignent sur une certaine tradition d'indépendance politique et culturelle de l'Inde. Et je crois qu'il serait beaucoup plus, pardonnez-moi cet anglicisme, confortable pour les Indiens, voilà, enfin, on va le dire en français, que les Indiens seraient beaucoup plus à l'aise dans une relation privilégiée avec une Europe naturellement membre de l'Alliance Atlantique, que derrière la bannière étoilée. Nous avons une carte à jouer et nous devrions la jouer avec beaucoup plus d'allant que nous ne le faisons aujourd'hui. Si je peux compléter 30 secondes sur l'Inde,
je crois que votre collègue Sandro Gozzi vient de lancer une association européano-indienne. Et est-ce que ça va dans ce sens-là, dans ce sens d'essayer de rapprocher les Indiens de la puissance européenne? Ah, je crois que oui, bien sûr que c'est l'idée. Oui, oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'Anne a une question pour vous, Bernard. Oui, Madame Guetta, bonjour. On s'était déjà vu, rencontré également à travers, d'ailleurs ici au siège de En Marche où je me trouve en ce moment. J'avais deux questions différentes. La première, sur la Chine. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la population chinoise est très soucieuse du changement climatique en cours et que c'est une des raisons pour lesquelles les autorités chinoises menées par M. Xi ont pris à bras-le-corps le sujet, notamment en commençant déjà par les accords de Paris. Mais je suis quand même frappée du décalage, me semble-t-il, entre cet affichage, ces déclarations des autorités chinoises de M. Xi et de la réalité. On voit bien que, par exemple, en matière de déforestation, en fait, les Chinois vont déforester en dehors de leurs frontières ce dont ils ont besoin à l'intérieur. Donc, il y a une forme, me semble-t-il, ce décalage m'interpelle et je me demande quelle est la réalité de la prise de conscience des autorités chinoises ou quelle est la motivation réelle des autorités chinoises d'aller jusqu'au bout de cette urgence à lutter contre le changement climatique. Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, très différente, je vais rebondir sur ce qui a été dit dans le chat par quelqu'un. Peut-être que je pourrais vous répondre à la première question et qu'on passe ensuite à la deuxième. D'accord, ok. Que je n'oublie pas la première. Très bien. Voilà. Alors écoutez, sur ces questions de défense de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, il y a toujours des gens de très bonne foi qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Et sans doute ont-ils raison. J'ajoute, et sans doute ont-ils raison. La Chine, évidemment qu'elle n'en fait pas assez. Évidemment que tout ce que vous venez de décrire est vrai. Mais en même temps, il y a une double préoccupation réelle chez les dirigeants chinois, une peur d'une révolte contre la pollution en Chine, parce que n'oublions pas quand même, ça s'est un peu amélioré. Enfin, amélioré, comment dire, c'est un peu moins pire, comme on dit. Mais enfin, tout de même, on ne respire pas dans les villes chinoises. On ne respire pas, tout simplement. Et les étrangers ou les gens ou les Chinois les plus aisés ont des systèmes pour filtrer l'air dans leurs appartements. C'est-à-dire que véritablement, il y a en Chine une dimension du problème que nous ignorons totalement, Dieu merci, en Europe, aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde en vérité. Et donc, il y a une sensibilité politique telle que les dirigeants chinois sont bien obligés d'en tenir compte, et puis ils se rendent compte aussi que à force de vouloir enrichir leur pays, ils peuvent le détruire totalement. Alors, à côté de ça, oui, bon, ils vont déforester ailleurs, etc., etc. Et donc, il ne faut pas se poser la question en termes de sincérité ou d'honnêteté intellectuelle. Il faut tout simplement se poser la question en termes de nécessité, de degré de nécessité pour les dirigeants chinois. Et ce degré est relativement élevé sans être absolu. Merci beaucoup. Alors, je vais donc vous poser ma deuxième question qui rebondit sur une question qui a été posée dans le chat. À la faveur de cette crise sanitaire dont vous avez souligné tout à l'heure le côté qui a modifié les pratiques européennes et que certains tabous qui ont été levés, je voudrais aller un cran plus loin, ça a été soulevé par quelqu'un. Il nous reste dans cette recomposition des relations internationales qui sont en cours, où on voit de nouveaux leaders émerger, de nouvelles hégémonies s'exprimer, ou parfois s'exprimer différemment de ce qui avait été auparavant, en tout cas jusque dans les années 90. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ce n'est pas le moment pour que l'Europe se pose la question d'avoir ce qu'un dirigeant dans l'histoire avait dit, quand aurons-nous un numéro de téléphone unique pour appeler l'Europe?
et donc avoir un dirigeant européen unique. Est-ce que vous pensez que c'est le moment voulez que dire l'Europe se pose cette question ? un président des États-Unis d'Europe, comme il y a En tout cas, une président... personnalité qui l'incarne suffisamment, parce qu'aujourd'hui, je le vois à l'étranger, nous le voyons nous à l'étranger, lorsque l'Europe veut s'exprimer d'une seule voix, c'est très compliqué. Nous sommes encore, avec nos représentations diplomatiques à l'étranger européennes, sur des sujets qui sont plus sur des sujets d'économie, qui très vite touchent aux frictions qui frisent parfois la compétition entre pays, par exemple entre pays européens dans un pays donné, et on est moins sur des relations vraiment qui permettent d'incarner l'Europe. Aujourd'hui, si vous prenez un des pays de ma circonscription, ils vont s'adresser à la France, à l'Allemagne, à la Pologne, que sais-je, mais plus difficilement, plus rarement, de façon moins évidente, à la représentation européenne. Donc on voit bien que là, on manque parfois d'incarnation de ce que peut être politiquement l'Europe, d'où ma question. Écoutez, votre question me ravit car je suis non seulement fédéraliste, mais fédéraliste déclaré et militant. Mais aucun texte politique ne me semble plus beau, plus fort, plus prémonitoire que le texte de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe. Si certains d'entre vous ne l'ont pas lu, qu'ils courent le lire. C'est d'une actualité brûlante, c'est magnifique et tous les enfants de l'Union européenne devraient savoir le réciter par cœur dans leur langue maternelle. Mais en même temps, aussi fédéraliste que je sois, je vois bien que il nous faut être réaliste, que comme l'avait dit ou l'aurait dit, je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Je pense que tout le monde comprendra le sens de cette image. Il y a des États européens. Non seulement ils existent, non seulement ils ont leur fonction, leur utilité, mais une part très importante de leurs citoyens y sont extraordinairement attachés, et on ne pourrait pas passer sans dommage, sans casse très, très grave, on ne pourrait pas passer du jour au lendemain aux États-Unis d'Europe. Ça prendra du temps. Et croyez bien que ça me fait de la peine de le dire, car après tout, je n'ai pas 20 ans et donc je ne verrai pas les États-Unis d'Europe que je souhaite tellement voir advenir. Mais il faut savoir aller allegro ma non troppo, allegro ma non troppo. Et allegro ma non troppo, ben, écoutez, ça signifie, à mes yeux en tout cas, parce que tout ça est en débat naturellement, il y a des arguments pour, des arguments contre. Ben, je crois notamment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous unir sur ce qui est à créer à partir de zéro. Et plus nous nous unirons sur ce qui est à créer à partir de zéro, plus vite nous irons vers la véritable unité politique de l'Europe. Plus longtemps nous resterons dans nos migraines sur l'harmonisation de nos systèmes de retraite et de nos systèmes de protection médicale, de sécu, comme on dit en France, plus de temps nous perdrons et plus nous désespérerons de voir notre unité avancer. Il faut maintenant être audacieux. Et être audacieux, c'est inventer l'avenir, pardonnez-moi de me répéter, plutôt que de tenter de fédérer les présents. Pardon, je n'ai pas entièrement répondu à votre question, évidemment pas. Alors, un président ou une présidente pour l'Union européenne, ben, oui, bien sûr, mais est-ce que le président de l'Union européenne ou la présidente doit être le président de la Chambre des États, c'est-à-dire du Conseil européen, doit être le président de la Commission, c'est-à-dire de l'exécutif commun, doit être le président, car après tout, le régime parlementaire, ça existe, doit être le président ou le chef du groupe politique le plus important du Parlement européen.
Bah, poser la question, c'est voir la difficulté. Ce n'est malheureusement pas y répondre, c'est voir la difficulté. Parce qu'aucun État actuellement, et très peu des 450 millions de citoyens européens, accepterait que le chef du groupe politique le plus important du Parlement européen prenne le pas sur les États. Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Et si nous le décidions, comme je l'aimerais tant, si nous le décidions, ben en bon français, on se casserait la gueule. On se casserait la gueule très vite et ça ferait mal. Donc, oui, il est embêtant que nous n'ayons pas un président et un seul. Nous avons en vérité 4 présidents aujourd'hui. Nous avons le président ou premier ministre de l'État membre qui a la présidence tournante. Hein, tous les semestres, ça change. Nous avons le président du Parlement, président de la Commission, une dame en l'occurrence, président du Conseil, un monsieur en l'occurrence. Ça fait 4 présidents. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que l'Union européenne est un objet constitutionnel non identifié qui se crée en marchant, et qu'au bout du compte, nous n'aboutirons probablement pas à un modèle conforme aux États-Unis d'Amérique, probablement un modèle plus conforme à celui de la Confédération helvétique. Mais je dis probablement, je n'en suis pas certain. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais nous inventerons en marchant. On ne peut pas décréter. Hélas. Merci Bernard. Du coup, j'en profite. Je vois le chat là qui défile avec beaucoup de questions, donc tous ces sujets intéressent beaucoup. Finalement, alors on peut dire aussi que parfois l'Union européenne est son propre adversaire. C'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé des difficultés à exister face à nos concurrents ou face aux autres pôles socio-économiques et politiques mondiaux. Mais en interne, on a aussi des freins à cette capacité de l'Europe politique à exister et à parler d'une seule voix et avoir une vraie décision européenne incarnée. Donc, on peut du coup se poser la question de l'impact du Brexit sur tout ça et de l'impact du Brexit non seulement sur l'Union européenne, mais aussi sur les pays du Commonwealth. Parce que est-ce que finalement l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon, est à l'aise avec son Brexit et va lancer une nouvelle ère pour la diplomatie internationale, ce que je ne crois pas. Mais est-ce que le Commonwealth va pâtir éventuellement d'une perte de puissance du Royaume-Uni suite à ce Brexit? Et je pense tellement comme vous que je remarque que les dirigeants américains aujourd'hui disent l'Union européenne et le Royaume-Uni. Comme ils diraient l'Union européenne et l'Australie, comme ils diraient l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. C'est un pays évidemment fondamental, économiquement parlant, militairement parlant, une tradition diplomatique très très forte et très très riche, incroyablement riche naturellement. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le Royaume-Uni? Ben, c'est une puissance moyenne qui compte plus, mais pas beaucoup plus de 10% des habitants ou des citoyens de l'Union européenne. C'est un pays qui est assez ébranlé dans ses frontières intérieures. Moi, je me souviens très très bien que quand je suis arrivé au Parlement, il y a 2 ans maintenant, en bleu, connaissant rien encore, je tombe sur un député Lib Dem britannique, ils étaient encore là,
Et bon, enfin, on savait que ce n'était pas pour très longtemps. Et il me dit, oh, mais vous savez, c'est très simple ce qui va se passer. Nous allons partir, le Royaume-Uni, l'Irlande va s'unifier, et une fois que l'Irlande sera unifiée, la question de l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni se posera comme elle ne s'est jamais posée. Alors je lui dis, mais attendez, vous croyez vraiment que l'Écosse pourrait sortir du Royaume-Uni? Moi, je reste très prudent sur ce point, mais bon. Mais lui le croyait dur comme fer, en me donnant un argument très très fort, qui était: le Brexit va rendre l'unification irlandaise inévitable. Et ça, j'ai tendance à le croire. Ça, j'ai tendance à le croire. Et une fois que l'indépendance, la réunification de l'Irlande sera faite, tout deviendra possible à l'intérieur des frontières du Royaume-Uni. C'est sans doute vrai aussi, ce qui ne signifie pas à mes yeux que les Écossais partiront forcément, ni même que ce soit forcément souhaitable. Ni même que ce soit forcément souhaitable. Et lors des dernières élections, leur victoire a été moins écrasante que prévu. Hein. Elle a été moins écrasante que prévu, mais attention, parce que le parti écossais, c'est comme ça qu'il s'appelle, un Scottish Party, ou je me trompe? Oui, Scottish Party. Oui, c'est ça, de Nicolas Sturgeon, a eu des résultats moins brillants qu'il n'y s'y attendait. Mais il faut voir aussi que c'est à cause de la progression des Verts, qui sont tout aussi indépendantistes que l'est le Scottish Party. Et donc, globalement parlant, le parti indépendantiste, quand même, a eu un résultat assez marquant à ces élections. Écoutez, personne ne sait ce qui va se passer. Pour ma part, je souhaiterais que l'Écosse reste dans le Royaume-Uni et qu'elle soit un facteur important, un facteur politique important de retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne dans 15 ou 20 ans, hypothèse que je n'exclus absolument pas. Et quid de la place du Commonwealth dans tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il est affaibli par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Et je constate comme tout le monde que le Commonwealth, que les liens du Commonwealth se distendent depuis longtemps, et pas seulement depuis le Brexit. Je pense comme vous, enfin, je crois comprendre comme vous, que le Brexit est un facteur d'accélération. Je pense que le Commonwealth appartiendra assez rapidement à un souvenir culturalo-historique, plutôt qu'à une véritable alliance telle qu'elle avait été conçue dans les années 50. Je crois pour ma part que les liens entre la France et ses anciennes colonies vont rester plus forts. Difficiles, voilà, conflictuels et tout ce qu'on veut, mais vont rester plus forts que les liens entre les pays du Commonwealth et la Grande-Bretagne, pour la raison très simple que la colonisation française, alors je sais que je vais faire hurler, etc., mais quand même, a tissé, même aux temps coloniaux et même dans les moments les plus abominables, a tissé des liens beaucoup plus profonds avec les populations colonisées que la Grande-Bretagne ne l'avait fait. Et qu'il n'y a pas le même rapport aujourd'hui entre la France et ses anciennes colonies qu'entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies. Mais c'est un très, très grand débat, très complexe. Vas-y, Claire.
Pardon. Il y avait une dernière question et je sais qu'elle va vous plaire pour vous suivre au PE au quotidien. Erdogan, on en parle? On en parle où, au Parlement? Non, maintenant. Ah, maintenant, si vous voulez, oui. Mais il faudrait une question. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs moyens d'aborder le sujet, mais tout à l'heure, on parlait d'un président unique de l'Union européenne. Est-ce que ça nous aurait évité l'écueil du Sofagate? Probablement. Oui, la réponse est oui, absolument, bien sûr. Hein? Est-ce que, parce que là, la semaine prochaine, on vote le Parlement vote le rapport annuel sur la Turquie. Oui. Et qui nous démontre à la fois que on marche un petit peu sur des œufs parce qu'on a affaire, on va dire, on va employer les mots qu'il faut, on a affaire à un dictateur, à quelqu'un qui est dangereux dans l'équilibre de notre zone et mondiale. Mais on a aussi un partenaire sur certains sujets de façon historique. Oui. Qu'il nous faut aussi ménager. Oui. Quelque part. Notamment, on parlait tout à l'heure défense, notamment en matière de défense sur certaines zones. Bref, pour un équilibre géopolitique global, il est important de ne pas créer une vraie fracture avec Erdogan. Alors écoutez, je reprendrai volontiers chacun de vos mots et chacune de vos virgules, et j'ajouterai la chose suivante. Avec Erdogan, les choses sont en train, comment dire, s'améliorer, ce serait beaucoup trop fort, sont en train de s'apaiser au sens premier et le plus fort du terme. Nous nous éloignons des possibilités de conflits armés, parce que nous avons été au bord de conflits armés avec la Turquie il y a quelques mois. Alors les choses s'apaisent pour une raison simple, c'est que M. Trump n'a pas été réélu, thanks God, encore une bonne raison de s'en réjouir, et donc M. Erdogan a perdu un allié de poids, car M. Trump adorait M. Erdogan comme il adorait tous les dictateurs du monde, y compris le nord-coréen. C'est quand même extraordinaire. Enfin, M. Trump aimait beaucoup le dictateur de la Corée du Nord. Fantastique. Bon, bref. Et donc, M. Erdogan a de nouveau besoin de détendre ses relations avec l'Union européenne, et il le manifeste. C'est pour cela que dans l'affaire du Sofagate, véritablement, il était tout à fait injuste de l'accuser d'avoir organisé cette histoire. Je crois qu'il a dû en mourir de rire soir et matin pendant plusieurs jours. Ça, certainement. Mais en l'occurrence, c'est l'Union européenne qui s'est tirée dans le pied. Ce n'est pas M. Erdogan qui a organisé cela. Donc, je pense, comme vous, qu'il nous faut penser à l'avenir des relations entre l'Union européenne et la Turquie, parce que c'est indispensable, parce qu'au XIXe siècle, et ce n'était pas pour rien, les chancelleries européennes parlaient de l'Empire ottoman comme de l'homme malade de l'Europe. Et ça ne faisait un pli pour personne, parce que évidemment que l'Empire ottoman était intégré au jeu des puissances européennes, comme la Turquie est aujourd'hui intégré par sa géographie, par son histoire, par sa culture aussi d'ailleurs, au jeu des puissances européennes. Donc pensons à l'avenir. Quelle est la solution? Écoutez, il y en a beaucoup sur la table. Ma solution à moi, rêver, je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si elle est la meilleure, mais enfin, bon, c'est celle que je propose, c'est que le plus rapidement possible, nous puissions créer de facto au moins une union politique au sein de l'Union européenne, et qu'à ce moment-là, la question des élargissements
futur de l'Union européenne se pose d'une manière tout à fait différente parce que nous aurions au cœur de l'Union un noyau politique beaucoup plus solide et beaucoup plus cohérent. À ce moment-là, la question de l'Ukraine, la question de la Turquie, la question des Balkans, naturellement, la question de la Serbie et peut-être, même certainement, très probablement, la question de la Géorgie et d'autres pays, d'autres anciennes républiques soviétiques qui ne sont pas devenues membres de l'Union européenne ni de l'Alliance atlantique aujourd'hui. Excellent, merci Bernard. Il nous reste quelques minutes pour une dernière question sur un sujet qui vous passionne tout autant. Comment, on va dire, là, je vais revenir dans ma région, donc parlons de la Chine. Comment voyez-vous l'évolution du dialogue entre l'Union européenne et la Chine? Quel équilibre existe à l'heure actuelle et comment faire face écoutez, pour l'instant, ça va très mal. Ça va franchement très, très mal. Nous ne sommes pas au bord de la guerre, on se comprend. Mais véritablement, les relations sont exécrables parce que, dans un excès d'hubris absolument spectaculaire, M. Xi Jinping a décidé de sanctionner une commission entière du Parlement européen, la commission des droits de l'homme, dont je suis le vice-président, par parenthèse, je suis sanctionné aussi, globalement parlant, j'entends, et puis des députés de chaque groupe ou presque. C'est-à-dire qu'il s'est mis à dos la totalité du Parlement. Mais il faut le faire parce que début janvier, à mon plus grand désespoir, parce que moi, je plaidais pour la conditionnalité pour la ratification de l'accord sur les investissements, le Parlement a été visiblement prêt à ratifier, avec une majorité peut-être un peu serrée, mais avec une majorité parfaitement claire. Et aujourd'hui, le Parlement ne veut même plus entendre parler d'examiner ce texte. C'est-à-dire, à mes yeux, on tord le bâton dans l'autre sens. Là. Enfin, on tordrait le bâton dans l'autre sens. Mais ça ne va pas bien du tout, et ça ne va pas bien du tout parce que l'Union européenne est tombée de sa chaise. L'Union européenne a longtemps cru, c'était sa religion, enfin, en tout cas une foi du Parlement européen, que le libre-échange allait développer la démocratie. Et bien, l'Union européenne s'est rendue compte, entre Hong Kong, les menaces sur Taïwan, les Ouïghours et les sanctions contre le Parlement, que le libre-échange développait l'agressivité militaire de la Chine et certainement pas la démocratie. C'est un choc. Mais il est réel, ce choc. Hein. C'est spectaculaire. Spectaculaire. On pourrait, je pense, faire 24 heures des Français de l'étranger avec Bernard Guetta sur la géopolitique, mais nous n'avons plus de temps. Un mot pour la fin, un mot de la fin peut-être. Vous voulez dire pour moi? Oui. Un mot de la fin, écoutez, battez-vous pour que la France ne tombe pas entre les mains d'une personne totalement irresponsable qui plomberait l'Union européenne et la stabilité internationale. Tout à fait. Merci beaucoup à Bernard Guetta, député européen. Je rends l'antenne à Anne et à l'équipe au siège. Merci à tous. Merci.